Bon, alors d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation de Cognivance, c'est ça, m'avoir invité. Bon, je tiens à dire que j'étais extrêmement surpris parce que je ne suis vraiment pas réputé pour pratiquer les sciences cognitives, pour ceux qui me connaissent. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, en fait. Donc je sais qu'il y a eu ce matin une conférence de Claire qui a fait une introduction. Et vraiment, je regrette de l'avoir loupé parce que j'aurais pu enfin comprendre ce que signifie sciences cognitives. Mais, en tous les cas, si je ne comprends pas ce que ça veut dire, c'est parce que, en grande partie, j'ai une approche pour essayer d'explorer le fonctionnement cérébral qui est plutôt une approche réductionniste. Mais on va voir l'intérêt que ce type d'approche peut avoir quand on se pose la question des mécanismes de la mort. Alors cette approche réductionniste, elle consiste essentiellement, mais pas seulement, à introduire un objet comme ça, qu'on appelle une microélectrode, à l'intérieur de neurones. Ça, c'est un très beau neurone, vous voyez, c'est une cellule pyramidale du cortex cérébral. Et ces microélectrodes, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ce sont des tubes en verre extrêmement fins, extrêmement effilés, avec à la pointe environ un diamètre de 0,1 micromètre. Et ces tubes en verre, ils sont remplis d'une solution saline extrêmement concentrée. Alors, à l'intérieur de cette solution saline, on va insérer un fil d'argent. Et ce fil d'argent va permettre de récupérer le courant électrique qui va être généré au niveau de la pointe de l'électrode et qui va être transmis ensuite à un système d'enregistrement. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit quand on insère ce type d'électrode à l'intérieur d'un neurone comme ça? Alors, tout d'abord, il y a une condition expérimentale qui est très importante pour comprendre l'intérêt de ce type d'expérience, c'est d'enregistrer cette activité au sein de neurones et de cerveaux vivants. On verra l'importance de ça parce que je vais vous montrer ce qui se passe au moment de la mort vu de l'intérieur des neurones et on verra que l'activité que je vais vous décrire maintenant, elle est profondément modifiée au moment de cette période de transition physiologique. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit quelque chose comme ça. Alors, en fait, ça, c'est une activité extrêmement riche et extrêmement complexe. On voit tout d'abord des fluctuations continues de ce qu'on appelle le potentiel électrique membranaire du neurone. C'est un terme compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on mesure la différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur, on voit que cette variation de potentiel fluctue tout le temps dans un neurone vivant. Si je pouvais, je ne peux pas le faire, hélas, enfin hélas, peut-être pas hélas, mais enregistrer n'importe quel des neurones qui sont présents dans cet amphithéâtre, dans tous les cerveaux qui sont vivants, il n'y a pas de fantôme ici, ça va? Donc si je pouvais enregistrer cette activité dans n'importe quel des neurones présents dans cet amphithéâtre, je verrais quelque chose qui ressemble à ça. Cette activité continue, ces fluctuations continuent. Ces fluctuations continues, c'est ce qu'on appelle le bruit synaptique. Le bruit synaptique, c'est quoi? Ça vient du fait qu'un neurone comme ça, il va être connecté par plusieurs dizaines de milliers de synapses. Alors ces synapses sont réparties dans les différentes régions du neurone et chacune de ces synapses vont produire un petit courant électrique à travers la membrane du neurone. Donc quand je mets une électrode comme ça dans un neurone, je récupère en fait les effets de toutes ces synapses qui fonctionnent éventuellement de manière erratique, plus ou moins synchronisée, et qui vont déterminer ce bruit de fond électrique qu'on a dans le neurone, systématiquement dans un neurone, dans un cerveau vivant. Et puis il se passe une chose que j'ai voulu dramatiser un peu en mettant cette ligne pointillée rouge ici, c'est que quand ces variations de potentiel électrique, ce bruit synaptique atteint un certain niveau, il va déclencher un autre type d'activité. Ce sont ces traits verticaux que certains ici, j'ai beaucoup d'étudiants à moi à qui je m'adresse, donc ils s'en souviennent et les autres je vais leur expliquer. Ces traits verticaux, ce sont des potentiels d'action. Potentiels d'action, ce sont des influx nerveux électriques qui sont déclenchés par les neurones et qui permettent aux neurones de communiquer les uns avec les autres. Alors pourquoi raconter tout ça? Parce que quand on regarde ça, on voit qu'un neurone fait deux choses. Il va fabriquer deux types d'informations. Une information en mode continu, de type, techniquement on dit analogique. Ça correspond à ces variations ici. Ça, c'est très riche comme information. On peut la décoder en termes de fréquence. Comme l'a montré tout à l'heure mon collègue de l'Institut, on peut décoder, par exemple, le contenu d'un électroencéphalogramme, il vous l'a montré, mais aussi on peut décoder ce bruit synaptique de la même manière. Première information, analogique. Deuxième information, avec les traits verticaux, ça, c'est un codage qu'on peut représenter sous la forme de 0 et de 1. D'accord ? Comme on prétend faire avec un ordinateur, on peut créer des séquences.
des 0 et des 1. Donc ça c'est un codage numérique. Donc un neurone, en fait, à chaque instant, réalise ces deux types de codage. Un codage en fluctuation continue et un codage numérique. Ce qui est très important, on va reparler longuement de tout ça après, hein, dans un cas particulier, celui de la transition vers la mort, ces deux types de codage, ils sont présents dans tous les processus cognitifs, dans tous. Alors évidemment, je suis réductionniste, mais je ne suis pas idiot, donc je sais très bien qu'on ne fait pas de la cognition avec un neurone. On ne fait même pas de la cognition avec des sommes de neurones. On fait de la cognition avec des activités dynamiques dans des réseaux de neurones. Mais pour que cette activité dynamique soit générée au sein de réseaux de neurones, il faut que les neurones puissent encoder eux-mêmes chacun ce type d'information. Toutes les activités dynamiques sont représentées par des activités neuronales de ce type-là. Et même les activités cognitives... Elle est impressionnante cette diapo, non? C'est pas mal. Donc même les activités cognitives qui surviennent aux derniers instants de l'existence, c'est-à-dire au moment où la conscience va disparaître, et où il semblerait, et c'est pour ça que vos collègues ici m'ont invité, à un moment aussi peut-être particulier, où il semblerait qu'il y ait un dernier sursaut de connaissance, juste avant la mort. C'est ce qu'on appelle, vous le savez, les expériences de mort imminente. Donc il semblerait qu'aux derniers instants, au moment même, c'est paradoxal, et on verra à quel point c'est paradoxal physiologiquement, il semblerait que la mort s'installe en dissolvant tous les processus cognitifs et tous les processus conscients, mais qu'en même temps, pour reprendre l'expression, vous voyez, en même temps, il va y avoir un sursaut d'activité consciente, une conscience d'une mort à venir. Alors, pour aborder ces questions, en plus d'être un affreux réductionniste, je suis un abominable matérialiste, donc je ne vais pas faire de tentative spiritualiste, même si je vais être obligé d'en parler, puisque ces expériences de mort imminente ont été récupérées par les spiritualistes. Mais je vous propose de suivre le précepte d'un poète, d'un très grand poète français, mais aussi un philosophe en l'occurrence, qui nous dit « Il faut regarder le néant en face pour savoir en triompher ». Le néant ici, vous avez compris, c'est la mort. Peut-on triompher de la mort? Non. Je vais être un peu abrupt des fois et pas très positif, mais on ne récupère pas de la mort. D'accord? On ne revient pas de la mort. La mort, peu importe ce que c'est dans un sens, mais la mort par nature, d'un point de vue ontologique, est un état physiologique d'absence de processus physiologique irréversible. D'accord? Bon. Donc on ne revient. Par contre, on peut essayer de comprendre ce qui se passe aux derniers instants. Et on verra que ce qui se passe aux derniers instants, c'est-à-dire le basculement entre l'état vivant et l'état mort, il se passe beaucoup de choses en fait. Beaucoup plus de choses qu'on pensait auparavant. D'accord? Donc pour étudier ce type de phénomène, ça c'est vrai pour toutes les sciences et c'est vrai en particulier en neurophysiologie, il faut poser un cadre conceptuel. Alors, le cadre conceptuel en ce qui concerne la transition de la vie vers la mort, il est représenté par un modèle qui est plus ou moins admis par tout le monde. Je pense que dans cet amphithéâtre, à peu près tout le monde pense que la mort, c'est ce qui est sur cette diapositive. Alors j'ai besoin d'un cobaye, mais un cobaye pour une expérience de pensée. Tu peux faire le cobaye? Non, mais tu peux rester là, enfin, éventuellement. Ton prénom, c'est Jeanne. Jade, pardon, excuse-moi, ça commence bien. Alors voilà, donc Jade, que vous connaissez, c'est elle qui nous a reçus très gentiment. Jade, là je la vois, et j'ai des indices objectifs du fait qu'elle est vivante. C'est le cas? C'est peut-être un fantôme, Jade, qui sait. En tous les cas, elle a l'air vivante. Donc, si je fais, comme a dit mon camarade tout à l'heure, si je dépose délicatement à la surface du scalp de Jeanne une électrode, je vais enregistrer quelque chose qui ressemble à ça. Et ça, comme a dit mon camarade aussi tout à l'heure, ça c'est un indice objectif de ce qui se passe dans le cerveau de Jade. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que je vous ai montré dans la première diapositive. Les neurones sont actifs, les synapses sont actives, et effectivement, on va récupérer en surface tous les courants électriques générés par les synapses. Et ça donne ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. Et cet électroencéphalogramme, il vous l'a aussi montré, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, juste avant moi. Cet électroencéphalogramme, il a des propriétés qui sont des indices aussi de l'état de conscience de Jade. Jade, tu es éveillée? Tu n'es pas en train de rêver? Tu n'es pas dans un rêve lucide? Non. Donc Jade, elle est éveillée,
Et elle est attentive. Je le vois à son regard, elle est attentive. Donc là, je sais que je vais voir quelque chose de particulier qui est un... Ça, c'est important pour la fin de l'histoire, vous allez voir. Je vais voir une activité plutôt rapide chez Jade, une activité qui ressemble à ça. Très bien. Mais d'où vient cette activité? Elle vient des neurones. Et pourquoi ces neurones font ça? Parce qu'ils sont, en ce moment, perfusés. Son cerveau est perfusé par du sang oxygéné et qui contient du glucose. Donc si je pouvais faire en même temps que cette étude électrophysiologique du cerveau de Jade, regarder son métabolisme cérébral, je verrais quelque chose comme ça. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, plus on va vers les couleurs chaudes, plus le métabolisme, ça c'est de la consommation de glucose, va être important. Donc ça c'est le versant métabolique de ce que l'on voit ici. Et tout ça, c'est permis grâce à ça. Le cœur de Jade bat. Il bat ton cœur? Bon, le cœur de Jade bat, donc tout va bien. Et là, elle peut interagir avec nous. Je m'excuse, hein, je vais dire un truc horrible. Ça ne te dérange pas, mais tu es forte. Donc Jade, ton cœur va s'arrêter de battre. Bon. Alors imaginons que le cœur de Jade s'arrête de battre. Qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, on verra quelque chose qui n'est pas sur cette diapositive. C'est que Jade, et par contre, on va en reparler tout à l'heure, Jade va perdre conscience très vite, en fait. Bon, très bien. Et si ce cœur persiste à ne pas battre, et qu'on peut refaire les mesures qu'on vient de faire alors qu'elle était parfaitement vivante et consciente, voilà ce qu'on va voir. Mais c'est très déprimant hein, par rapport à tout ça, on est d'accord hein. En fait, la mort, c'est assez déprimant quand on la regarde en face, d'accord? Alors, on verrait, d'abord, ce qu'on verra, c'est un tracé électroencéphalographique plat. Ça, c'est un vrai tracé de quelqu'un qui n'est pas mort en l'occurrence, mais qui est dans un coma extrêmement profond. On verrait que son cœur a arrêté de battre. Donc l'activité électrique cardiaque, l'électrocardiogramme, lui aussi sera plat, pas que l'électroencéphalogramme. Et puis on verra quelque chose de très caractéristique. On verra ce qu'on appelle le hollow skull, le crâne vide. On verra que le métabolisme ayant totalement disparu dans son cerveau, on verra en imagerie fonctionnelle comme là, on verra une image noire caractéristique. Ça, c'est l'image objective d'un état physiologique qui est passé de l'état vivant par conséquent à l'état mort au cours d'un arrêt cardiaque. On pourrait croire que la mort, c'est ça. En fait, ça n'est plus vrai, en fait. Enfin, ça n'est plus totalement vrai, parce qu'il s'est passé, en 1968, une autre révolution. Cette autre révolution, qui est passée inaperçue à côté de l'autre, celle-là est importante quand même, hein. Elle a complètement bouleversé notre vision de la mort, puisque c'est en 1968 qu'a été proposé, et c'est maintenant établi dans quasiment tous les mondes, dans tous les pays du monde, une nouvelle condition pour être déclarée mort, c'est la mort cérébrale. Cette mort cérébrale, elle a été, moi j'aime bien dire qu'elle a été inventée. D'accord ? Ce n'est pas une découverte, c'est un choix. C'est un choix médical, physiologique et culturel. Et aussi une manière, je dirais, de se représenter de ce que c'est qu'un être humain vivant. Cette mort cérébrale, en fait, elle a été proposée par des Américains, mais à partir de travaux qui ont été faits en France. Et là, il faut retourner quelques 10 ans avant, ou au milieu des années 1950, où les services de soins intensifs sont en train de se développer en France. D'accord ? Bon. Développer les services de soins intensifs, ça veut dire aussi utiliser un nouvel appareillage qui fait toute la différence. Ce sont les systèmes qui permettent les respirations artificielles à pression positive. Ces systèmes de respiration artificielle vont commencer à être utilisés dans les services de soins intensifs en France. Et là, en 1959, deux médecins français, Pierre Mollaret et Maurice Boulon, vont publier un article retentissant. Quand je dis retentissant, c'est que cet article-là, il est dans toutes les introductions des articles de médecine et de neurophysiologie qui traitent de la mort cérébrale. Dans cet article, ils vont décrire un ensemble de patients qui sont dans un état extrêmement inquiétant et tout à fait nouveau. Ces patients ont des lésions extrêmement étendues du cerveau. Ils sont dans un coma extrêmement profond, totalement aréactif. Et ce sont aussi des patients très importants qui ne peuvent pas respirer spontanément, donc ils sont sous respiration artificielle. D'accord ? Donc ils sont en apnée, ils ont un cerveau quasiment détruit, un électroencéphalogramme plat, ils ne répondent pas, ils sont dans un coma. Et Mollaret et Boulon vont lire cet article, c'est très émouvant parce qu'ils vont comprendre qu'ils ont découvert, inventé
Non, eux, ils ont découvert. Ils ont découvert quelque chose de tout à fait étonnant et dont il va falloir payer le prix. Parce qu'ils disent, ces personnes-là sont dans un coma dépassé au sens où ils ne pourront jamais revenir de ce coma. Mais ils ont un cœur qui bat. Ils ont un cœur qui bat. Donc on a des patients qui sembleraient, ça va venir un peu après, mais être définitivement morts avec un cœur qui bat. La même année, un autre monsieur dont mon collègue a parlé tout à l'heure, qui est Jouvet. Jouvet, dans un petit article qui est beaucoup moins connu, décrit les mêmes patients à peu près. Il décrit des patients qui ont des lésions cérébrales extrêmement étendues. Alors il montre, là c'est une des figures de l'article publié en français. Les deux ont été publiés en langue française, hein, ce qui est assez rare. Et si on veut ne pas être lu, il faut publier en français, hein, je vous le dis. Donc en fait, là on voit un électrocardiogramme, le cœur bat de manière très régulière, mais on voit que les tracés sont plats. Et là, ici, en fait, il explique dans l'article qu'il fait des stimulations qui sont censées être douloureuses. Donc, ils sont censés produire ce qu'on appelle un potentiel évoqué dans le cortex, et on ne voit rien. Bon. Alors ça va être, je dirais, récupéré, entre guillemets, par un comité ad hoc qui va se créer en 1968 à l'université d'Harvard et qui va regrouper... Et ça, c'est intéressant, parce que ce n'est pas que des médecins sous la présidence d'un anesthésiste, mais il y aura des neurologues, il y aura des philosophes, il y aura des historiens de la biologie, des physiologistes, des chirurgiens, des gens spécialistes des greffes, important les greffes, qui vont se mettre ensemble et qui vont redéfinir, non pas la mort en général, mais une nouvelle manière d'être mort. D'accord ? Et ils vont l'appeler la mort cérébrale, une nouvelle définition de la mort cérébrale. Cette mort cérébrale, c'est quoi finalement ? On a des lésions cérébrales très étendues, mais pas simplement des lésions au niveau du cortex. On a aussi nécessairement un arrêt des fonctions de ce qu'on appelle le tronc cérébral. On vous a parlé déjà du tronc cérébral, c'est une structure qui se trouve à la base du cerveau, qui n'est pas très grande, mais c'est peut-être la plus importante, puisque c'est celle qui vous permet d'être conscient, c'est celle qui vous permet de faire des transitions dans les états de vigilance, c'est celle qui vous permet de transmettre des informations sensorielles de la périphérie vers votre thalamus et votre cortex, bref, et c'est celle qui vous permet aussi de respirer spontanément. Un mort cérébral ne possède plus des fonctions au sein de cette structure. Il est en apnée et il est dans un coma qui est pensé étant irréversible. Et aussi, on peut attester aussi que les lésions cérébrales sont irréversibles. Alors voilà, donc on en est là aujourd'hui. Donc on est dans cette situation où on a je dirais presque un nouveau type d'être humain, qui est un cadavre au cœur battant, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort, qui est déclaré comme mort. Il faut bien imaginer que ce n'est pas une image. Il est déclaré comme mort avec un cœur qui bat et toutes les lésions dont j'ai parlé. Alors, si on veut se tenter, là c'est un peu une provocation, mais c'est fait exprès, hein. Si on veut se tenter à faire une comparaison, je dirais, thanato-évolutionniste, on dirait, c'est pour vous montrer la difficulté conceptuelle de la mort cérébrale. Le mort cérébral, il ressemble furieusement à un de ses ancêtres, il y a environ 500 millions d'années, qui lui était bien vivant. C'est l'Amphioxus. Vous connaissez ce petit animal ? Cet Amphioxus, c'est un tout petit animal qui vit dans la mer. Et comme le mort cérébral, je dirais, il est totalement privé de conscience. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de cerveau. Il n'a pas de cerveau antérieur. Mais il y a une moelle épinière. Il n'y a que la moelle épinière. Et ça, le cadavre au cœur battant de la mort cérébrale, eh ben lui, c'est pareil. Il a une moelle épinière qui fonctionne et qui continue à fonctionner parce que le cœur continue de battre et transporte du sang oxygéné dans la moelle épinière. Donc la moelle épinière fonctionne. Ce qui ne fonctionne plus, en fait, c'est l'intérieur de sa boîte crânienne. C'est le cerveau qui est contenu à l'intérieur de sa boîte crânienne, c'est-à-dire toutes les régions antérieures du cerveau, dont on vous a déjà parlé, visiblement, et aussi le tronc cérébral. Alors, voilà. Donc, en fait, finalement, comment on définit la mort aujourd'hui ? Ça, c'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé, en 2014, qui nous dit « La mort survient quand il existe une perte permanente de la capacité de conscience et une perte de toutes les fonctions du tronc cérebral. » Ça, c'est la nouvelle manière de mourir, qui n'est pas exclusive de l'autre, bien entendu. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est passé d'une mort, je dirais, cardio-centrée, la bonne vieille mort classique, celle qu'on se représente habituellement encore, vers une mort, la mort cérébrale, qui implique une disparition de la conscience, okay ? Donc je dirais une mort cérébro-centrée, et je
je prétends même aller plus loin, et c'est peut-être l'avenir qui nous le dira, peut-être se diriger vers une nouvelle mort qui est la mort cogito-centrée. Alors je parle de sciences cognitives, vous voyez, j'ai fait l'effort quand même. La mort cogito-centrée, ça serait une autre mort qui ferait qu'on déclarerait, c'est une supposition, un être humain comme n'étant plus un être humain au sens plein, si cet être humain n'est plus capable de penser. D'accord ? Là, on parle de conscience, mais que se passe-t-il quand quelqu'un n'est plus capable de penser, de nourrir le contenu subjectif, phénoménal de sa conscience ? Ça, c'est un point de discussion, peut-être. Alors, voilà ce nouveau modèle tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais au lieu d'utiliser le cœur, j'utilise le cerveau. Lésion des régions antérieures du cerveau, on est donc privé de conscience. Lésion du tronc cérébral, on ne peut plus respirer spontanément. Et puis, à un instant donné, paf, on va avoir un arrêt des fonctions du cerveau et du tronc cérébral, et on va rentrer dans une période quand même grise, une période un peu intermédiaire. On va avoir ce qu'on appelle un dôme spinal, c'est-à-dire le mort cérébral, donc uniquement la moelle épinière continue de fonctionner en termes de système nerveux. Et puis, au bout d'un moment, bien entendu, il va y avoir un arrêt des fonctions cardiaques. Et là, on va rentrer, moi j'appelle ça comme ça, dans une mort systémique, c'est-à-dire, finalement, vu que le cœur s'arrête de battre, tous les organes, y compris, bien sûr, la moelle épinière, vont s'arrêter de fonctionner. Les deux modèles que je vous ai présentés, le modèle cardiaque ou celui-là, sont deux modèles de type événementiel. D'accord ? Donc, ce modèle de type événementiel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, implicitement, dans ces deux manières de considérer la mort, que ce soit la mort cardiaque ou la mort cérébrale, on va considérer un point théorique, à partir duquel soit le cœur s'arrête définitivement, soit le cerveau s'arrête définitivement de fonctionner. Ces deux modèles, donc ces modèles de type événementiel, de mon point de vue, sont en crise. Alors, ils sont en crise pourquoi ? Vous allez voir le rapport, bien sûr, avec les espérances de mort imminente. Je n'ai pas oublié le sujet de la conférence, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ils sont en crise ? Et même doublement en crise. Tout d'abord parce qu'ils impliquent qu'on serait capable de déterminer l'instant précis, le moment précis, donc un événement précis, à partir duquel la conscience aurait totalement disparu. Ça, c'est un problème. On va voir à quel point c'est un problème. Et puis, ils impliquent aussi, c'est la nature même de notre manière de voir la mort, c'est-à-dire on ne peut pas considérer, par exemple, une personne qui est à moitié morte ou à moitié vivante, etc. On va la considérer dans un état ou dans un autre. On en a besoin d'ailleurs émotivement, on en a besoin de manière symbolique de considérer ces deux états de manière distincte. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment un événement qui va réaliser la transition entre les deux états ? Et vous verrez que toutes les données, à la fois cliniques, mais aussi de la neurophysiologie, montrent que ça n'est pas un événement, mais que c'est un processus long, qui peut prendre plusieurs minutes, qui prend plusieurs minutes, et qu'on est en train totalement de décrypter, enfin totalement, qu'on est en train d'essayer de décrypter. Alors, à quel moment, quand un cœur s'arrête de battre ou quand le cerveau n'est plus perfusé par du sang oxygéné, à quel moment la conscience s'arrêtait définitivement ? Ça, c'est très compliqué à savoir, parce que bien évidemment, si quelqu'un fait une crise cardiaque à l'hôpital ou sur la voie publique, on ne va pas commencer à faire des expériences sur lui, vous êtes d'accord, j'imagine, pour savoir à quel moment il a perdu conscience. On va plutôt s'intéresser à essayer de le réanimer. Bon. Mais, dans certains cas, à l'hôpital, justement, on peut avoir certains paramètres physiologiques qui nous permettent de détecter au moins un moment crucial dont on a un tout petit peu parlé, qui est le moment où toutes les activités dans l'électroencéphalogramme disparaissent. Ce qu'on appelle un électroencéphalogramme plat. Alors, quand je vous ai montré cette première image au début, c'était un peu le but ici. C'était pour vous dire que quand un électroencéphalogramme devient plat, le bruit synaptique dans les neurones disparaît. Par conséquent, les neurones sont au silence, et si tous les neurones sont au silence, globalement, les réseaux de neurones sont mis au silence aussi. Et de mon point de vue, mais je pense que la plupart des personnes ici vont être d'accord, du moment où les réseaux de neurones ne fonctionnent plus intégralement dans un cerveau, on peut imaginer que ce cerveau n'est plus capable de produire une activité consciente. Alors que nous disent les données entre arrêt cardiaque et électroencéphalogramme plat ? D'abord, ils nous disent que au moment... Alors, le moment ici, ce n'est pas l'arrêt cardiaque, c'est le moment où on a une suppression totale de la perfusion du cerveau par du sang. D'accord ? C'est le flux sanguin cérébral qui est totalement aboli.
Alors on voit que ce n'est pas forcément en association avec l'arrêt cardiaque, qui est représenté par des croix. Alors chaque ligne, c'est un patient, hein, et les symboles ici importants, c'est ce triangle rouge, c'est le tracé isoélectrique, plat, EEG, électroencéphalogramme plat, la croix, le cœur qui s'arrête. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit finalement qu'il peut y avoir une petite dissociation entre l'arrêt cardiaque et le tracé électroencéphalographique plat. Enfin, on a quand même une bonne correspondance temporelle, avec des divergences d'un patient à l'autre. Mais ce n'est pas très précis. En tout cas, ça ne nous donne pas véritablement d'informations à quel moment le patient a perdu conscience. Alors, il y a une manière de faire, qui est relativement rare, qui est d'utiliser comme modèle, et là on peut parler de modèle expérimental chez l'homme, puisque ça n'est pas dangereux et ça ne met pas la vie du patient en danger, c'est d'utiliser comme modèle expérimental les syncopes. Les syncopes, on appelle vasovagales. Vous connaissez peut-être le nerf vague. Le nerf vague est un nerf qui libère de l'acétylcholine. Cette acétylcholine, quand elle est trop libérée, notamment au niveau du cœur, va ralentir la fréquence cardiaque. Et si on libère beaucoup trop d'acétylcholine, on va arrêter le cœur. On va arrêter transitoirement le cœur. Peut-être des personnes ici ont déjà eu ce type de syncope. Ce n'est pas très grave, et on récupère toujours de ces syncopes. Mais là, on a un modèle que l'on peut reproduire en laboratoire, dans lequel on peut provoquer ces syncopes, d'accord ? Et on peut en même temps avoir des tests pour essayer de déterminer à quel moment le patient a perdu conscience. Et là, que nous disent ce type d'expérimentation ? Alors, là, le patient, vous voyez, est enregistré avec plein d'électrodes électroencéphalographiques. On va regarder les différentes fréquences contenues dans l'électroencéphalogramme, comme l'a montré mon camarade tout à l'heure. Et puis, on va déterminer ici l'instant de la syncope. Alors, la syncope, ici, est déterminée par le fait que le patient va baisser la tête, ouvrir la bouche et ouvrir les yeux. Ça, c'est des signes. Après, on peut les corréler aussi avec le patient, hein, par rapport à ce dont il se souvient, mais ce sont des signes où l'on sait que dans une telle situation, le patient est en syncope et donc il n'est plus conscient. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette syncope, elle survient aux alentours du dernier battement cardiaque. Donc là, vous voyez, là, on a quand même une concordance de faits objectifs qui laisserait supposer que finalement, on perd conscience un peu avant ou un peu après le dernier battement cardiaque. Et ça va totalement à l'encontre d'un phénomène que vous connaissez, et qui sont ces fameuses expériences de mort imminente, et qui ont été, je dirais, révélées au grand public. Elles étaient déjà connues avant, hein, mais elles ont été révélées au grand public par un médecin américain qui s'appelle toujours Raymond Moody, et qui a écrit ce livre qui a été un best-seller dans les années 70, que vous connaissez peut-être, La vie après la vie, dans lequel il raconte, et il faut lui rendre hommage pour ça, en fait, il raconte un très grand nombre de témoignages de patients qui ont été victimes d'un arrêt cardiaque ou un arrêt cardio-respiratoire, ou éventuellement d'une chirurgie extrêmement lourde, et qui vont raconter, une fois qu'ils sont revenus, une fois qu'ils ont repris conscience, ils vont raconter des phénomènes tout à fait extraordinaires qui leur sont arrivés. Et en fait, Raymond Moody a osé ce que les autres n'avaient pas osé avant, parce que ces expériences, elles avaient déjà été décrites, des patients les connaissaient, les patients les racontaient à leurs médecins, certains patients n'osaient pas les raconter parce qu'ils avaient peur d'être pris pour des zinzins, mais enfin, c'était déjà plus ou moins connu et personne n'osait en parler. Raymond Moody, lui, a osé en parler et de les décrire assez précisément. On va revenir sur les caractéristiques de ces expériences de mort imminente, mais elles sont quand même, en général, très positives. C'est-à-dire le souvenir rétrospectif de ces expériences par les patients, quand ils les racontent, c'est toujours quelque chose, enfin, pas toujours, mais très souvent, de merveilleux. Une sensation de bien-être, de plénitude, le fait de traverser un tunnel de lumière. Toutes ces images-là les patients gardent un relativement bon souvenir de ces expériences. D'ailleurs, du coup, on les appelle des expérienceurs. Alors, La vie après la vie, c'est le livre de Raymond Moody. J'ai jamais compris ce titre, d'ailleurs, parce que si c'est la vie après la vie, je ne vois pas la différence, en fait. Ça serait la vie qui poursuit la vie, en fait. Mais ce que dit Moody dans son livre, c'est pas ça. Moody dit que les patients sont morts. Et c'est ça, le hiatus par rapport à ces questions-là, c'est que beaucoup de spiritualistes défendent l'idée que les patients qui ont vécu un arrêt cardio-respiratoire pendant suffisamment longtemps avec un électroencéphalogramme plat ont été morts un instant.
D'accord? Et puis ils sont revenus de cet état particulier et ils ont raconté ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais tout ça, bien sûr, ça se discute. Et mon point de vue, vous vous en doutez, n'est pas forcément celui-là. Alors ceci dit, ce n'est pas Raymond Moody qui a décrit le premier, je ne vais pas m'étendre non plus très longtemps, mais c'est décrit déjà dans la République de Platon, donc on est 400 ans avant Jésus-Christ. Donc il raconte l'histoire d'un soldat, R le Pamphilien, qui a été tué au combat. Bon, il est transporté en bon état chez lui, en bon état physique, je veux dire. Puis au moment de lui rendre des hommages funèbres, hop, R revient à la vie et il raconte en fait son expérience qu'il a vécue dans le pays des morts. J'ai voulu chercher la première description médicale d'une expérience de mort imminente. Je l'ai trouvée en 1766 dans un petit livre délicieux, c'est un livre très amusant à lire, je veux dire. Ça s'appelle « Anecdotes de médecine » par le médecin Monchot. Et en fait, à l'époque, vous savez que dès qu'un patient avait un problème, ce que faisait le médecin, c'était quoi? C'était de lui faire une saignée. D'accord. Je crois que c'est un peu fini aujourd'hui. Hein. On peut demander après à mes collègues médecins. Mais, donc là, Monchot fait une saignée un peu trop violente à un de ses patients. Le patient fait une syncope. Et puis finalement, le patient revient et il raconte à Monchot avoir perdu toute sensation du monde extérieur, vu une lumière si pure et intense, il s'est décrit au paradis. Ça, c'est très important aussi. Plus agréable sensation de la vie. Paradis, c'est important parce que les expériences de mort imminente ont été récupérées par l'Église catholique, qui a même prétendu que c'était la première porte vers le paradis. À tel point ils l'ont récupéré, qu'ils ont même affirmé carrément que ces expériences de mort imminente ne pouvaient pas survenir chez les personnes qui avaient fait des tentatives de suicide. Je trouve ça assez violent comme idée, d'autant plus qu'elle est totalement fausse. Il y a des expériences de mort imminente chez les personnes qui échouent dans des tentatives de suicide. Marie Shelley, ça c'est Marie Shelley, juste elle raconte aussi, elle a fait vous savez, c'est l'autrice de Frankenstein ou Le Prométhée moderne. En 1822, elle raconte ça dans son journal, elle fait une fausse couche hémorragique et son mari, Percy Shelley, le poète anglais, pour une fois dans sa vie, il s'occupe correctement d'elle, c'était quand même un type bizarre, et il a une idée lumineuse de plonger Marie Shelley, qui est en train de faire une hémorragie, dans un bain d'eau glacée, ce qui provoque une vasoconstriction qui empêche les saignements, et ça sauve Marie Shelley. Et Marie Shelley dit après, nous raconte, « J'avais la sensation que mon esprit, quand il quittera mon corps, serait reçu par une puissance bénéfique et douce. » Toujours cette sensation agréable que les patients racontent. « Je n'avais aucune peur. » Ça aussi, c'est assez caractéristique. Et j'avais une satisfaction passive devant la mort. Cela a eu l'effet bienheureux que je n'ai plus jamais depuis envisagé la mort avec terreur. Et ça, c'est vrai aussi, c'est-à-dire que la quasi-totalité des personnes qui racontent des expériences de mort imminente n'ont plus peur de mourir. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, déjà, vous voyez, pendant très longtemps, ces expériences étaient cachées, les patients n'osaient pas les raconter, les médecins n'en parlaient pas non plus. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable sujet d'étude. Et du coup, il y a eu des grosses études prospectives, rétrospectives sur ces expériences de mort imminente. Et l'une des plus importantes a été publiée en 2001 dans la revue The Lancet par un groupe de cardiologues, en fait, dirigé par Pim van Lommel. On va reparler de M. Lommel. Donc, il a fait une grosse étude. D'abord, il a montré, et ça contredit un peu l'idée qu'on a habituellement, c'est qu'il n'y a qu'une petite fraction des personnes qui font un arrêt cardio-respiratoire dont ils sont réanimés d'ailleurs, peuvent raconter leur expérience de mort imminente, seulement 18%. Et puis il montre aussi, mais ça on le savait déjà aussi, tout ça c'est plus ou moins déjà publié par Raymond Moody, que ces expériences ont différentes intensités. Elles peuvent être extrêmement fortes, provoquer des souvenirs extrêmement intenses, des sensations qui perdurent après le réveil. Et puis il va décrire aussi le nombre de fois des différentes propriétés de ces expériences chez les patients, parce qu'il y a différents phénomènes qui peuvent être décrits. Alors, une des sensations les plus fréquentes, c'est la conscience d'être mort. Ça survient dans environ 50% des cas. Les patients ont dit avoir senti, avoir été conscients d'avoir été morts. Ils vont décrire des émotions toujours positives, ils vont faire des expériences extracorporelles, on va en reparler, se déplacer dans un tunnel, avoir des visions de lumière, voyager dans un paysage céleste absolument magnifique. Et puis aussi, un certain nombre vont dire qu'ils ont vu se repasser
non pas l'intégralité de leur vie, bien entendu, mais de revoir des grandes étapes de leur existence avec une sorte d'accélération de la pensée. Ça, ce sont des caractéristiques des expériences de mort imminente. Mais il ne va pas raconter que ça. Et là, il va raconter quelque chose dont on pourrait discuter aussi après, d'un certain nombre d'expériences qui sont, enfin, de mon point de vue en tous les cas, totalement inexplicables, sauf de dire qu'elles sont fausses. Alors ces expériences, il y a le fameux cas de l'homme au dentier, donc il raconte un des patients. Alors c'est un patient qui avait fait un arrêt cardiaque sur la voie publique. Il avait été transporté à l'hôpital dans une ambulance, et donc il a été transporté inconscient dans l'ambulance, réanimé dans l'ambulance, et finalement il avait récupéré quand il était à l'hôpital. Et là, ce patient on avait perdu le dentier du patient. On n'arrivait pas à retrouver le dentier. C'est très embêtant quand on n'a plus de dentier. Bon. Et il faut imaginer, ce patient, il est donc dans l'hôpital, et il croise une infirmière et il lui dit « Oh, mais cette infirmière sait où est mon dentier. » Et là, l'infirmière le reconnaît elle aussi. Elle sait qu'elle était dans l'ambulance quand il a été transporté. C'est elle qui lui a enlevé le dentier parce qu'on l'avait intubé, le patient, au cours de la réanimation. Mais elle se souvient aussi, et c'est là où elle est extrêmement surprise, que quand elle lui a enlevé le dentier et qu'elle l'a rangé dans un endroit, d'accord, lui était manifestement inconscient. Et c'est ça le problème ici, c'est qu'il semblerait, et ça fait partie des expériences qui sont relatées par les défenseurs des théories spiritualistes sur les expériences de mort imminente, il semblerait pour eux en tous les cas que les patients puissent avoir des souvenirs de ce qui s'est passé autour d'eux alors même qu'ils étaient, pas définitivement, mais manifestement inconscients avec un électroencéphalogramme qui est plat. La grande surprise de cet article, c'est ce que Pim van Lommel ose dire. Je dis ose parce que c'est assez inattendu parce qu'il faut imaginer que The Lancet est un journal de médecine extrêmement réputé, vous le connaissez peut-être, hein. C'est l'un des journaux les plus fameux pour ce qui est de la recherche médicale et aussi en neurologie, hein. Et en fait, Pim van Lommel raconte, je dirais qu'il se lâche un peu pour parler de manière un peu triviale, il dit « Le concept jusqu'ici admis mais jamais prouvé que la conscience et les souvenirs sont localisés dans le cerveau devrait être discuté. » Ah bon? Ok. Une autre théorie soutient que, alors les NDE, c'est Near Death Experience, pourrait être un changement d'état de conscience, transcendance. Et le mot transcendance est écrit dans The Lancet. J'avoue que j'étais très surpris. Quand il dit transcendance, il dit quoi? Il dit il y a une sorte de forme de conscience supérieure qui vient s'installer au moment des expériences de mort imminente. Et cette forme de conscience supérieure permet à un corps inconscient, il parle de corps inconscient comme si un corps pouvait être conscient à lui tout seul, d'un corps inconscient qui pourrait percevoir et qui pourrait conserver par conséquent des propriétés cognitives alors que le cerveau ne fonctionne plus. On peut faire un sondage d'ailleurs, qui pense qu'une chose pareille est possible ici? Bon, je ne vois pas très bien, mais vous êtes, je m'excuse, ultra minoritaire. Alors peut-être que les autres ne disent pas ce qu'ils pensent, mais pour l'instant, à première vue, vous êtes ultra minoritaire. Et j'ai voté aussi pour... Ah non, je n'ai pas voté pour ça, je vote pour la suite. L'autre manière d'aborder la question... Alors j'ai choisi exprès ce titre, parce que ce titre-là, c'est le titre d'un article qui a été publié, après l'article de Van Lommel, et qui nous dit qu'il n'y a rien de paranormal dans ces expériences. Et cet article, en fait, a été attaqué très vivement par les spiritualistes. Et quand je parle des spiritualistes, je parle des spiritualistes médecins et des spécialistes des expériences de mort imminente. Et quand on fait la littérature là-dessus, moi, j'ai dénombré à peu près 50% des spécialistes qui sont des gens qui défendent des théories similaires à celles de Pim van Lommel. D'accord ? Bon. Mais finalement, est-ce qu'on peut expliquer les expériences de mort imminente par des processus neurophysiologiques ou neurologiques classiques? La réponse est oui. La réponse est oui. Et comment on peut savoir? On peut savoir parce que dans certains cas, on peut provoquer des modulations d'activité cérébrale qui vont produire des sensations, ou au moins d'un point de vue phénoménologique, qui ressemblent à ce que perçoivent les personnes qui font des expériences de mort imminente. Alors je vais en prendre quelques exemples, d'accord? Mais il y en a d'autres. Par exemple, ces expériences assez fréquentes d'expériences extracorporelles. Alors en 2002, voilà, c'est ça, le groupe de Blanc aux États-Unis
Ils ont utilisé une situation, c'est quelque chose qu'on fait aussi dans notre hôpital à la Pitié-Salpêtrière, c'est-à-dire il y a des patients qui sont en attente d'une chirurgie du cerveau, par exemple pour enlever un foyer épileptique qui est localisé dans une région particulière. Chez le patient, le foyer, il est là, par exemple. Mais avec l'accord du patient, bien entendu, on peut aussi faire des stimulations du cerveau du patient alors que le patient est éveillé. Ça, c'est possible à faire. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont stimulé avec une grille ici différentes régions du cortex cérébral. Et les points jaunes que vous voyez ici, quand on stimule ici, eh bien le patient va développer une représentation visuelle extériorisée de son propre corps, avec même une déformation des membres inférieurs, quelque chose qui ressemble vraiment énormément à ce qui se passe au cours des expériences de mort imminente. Alors, plus récemment, il y a une autre étude qui a voulu comparer en fait les effets de certaines drogues psychédéliques et les expériences de mort imminente. Alors, je sais qu'il y a une conférence peut-être après sur les... Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tous les cas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé ici, sur ces schémas ici, la taille des mots est directement proportionnelle au nombre de fois que ces mots sont utilisés chez les gens, soit chez les expérienceurs, soit chez les personnes qui prennent ce type de drogue. Alors, ils ont comparé un grand nombre de drogues, des psychédéliques sérotoninergiques, le LSD, le DMT, peu importe, et la molécule qui produit des effets qui ressemblent le plus aux expériences de mort imminente, c'est la kétamine. Ça, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent chez les personnes qui prennent cette drogue. On voit la correspondance très forte avec celle des expérienceurs. La kétamine, pour dire un mot dessus quand même, c'est une molécule qui a pour effet de bloquer en fait les canaux ioniques qui sont présents au niveau de certains récepteurs au glutamate, et c'est aussi, la kétamine est surtout utilisée, était utilisée comme un anesthésique. Alors ça, ce type de corrélation nous montre que certains aspects des expériences de mort imminente peuvent être reproduites. Mais par contre, ça ne nous dit pas comment un cerveau est capable, dans cette période-là, d'avoir une activité qui va s'avérer être similaire à un processus conscient. Et là, il y a des données de la littérature maintenant qui vont dans ce sens-là, qui montrent que juste après un arrêt cardiaque, par exemple, il peut y avoir un sursaut d'activité au niveau du cortex cérébral qui est très similaire à l'activité de Jade dont on a parlé au début, cette activité rapide dans son électroencéphalogramme qui fait qu'elle est consciente à l'instant même encore. Alors il y a ce patient, par exemple, dans la publication récente de Vincente, un patient qui a des hématomes soduraux bilatéraux. Ça va déclencher des crises d'épilepsie chez le patient. Et du coup, là, dans le service de réanimation dans lequel il était, ils ont fait un monitoring électroencéphalographique du patient alors qu'il était dans une situation critique, et jusqu'au moment où le patient va décéder d'un arrêt cardiaque. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Tous les tracés en couleur ici sont des tracés électroencéphalographiques. D'accord ? Alors je passe sur les différents lettres qui sont ici. BS ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le patient, BS, ça veut dire burst suppression, il rentre dans un pattern d'activité corticale qui est celle d'un coma, qui est caractérisé par des ondes électroencéphalographie particulières. Et puis peu après, il va faire un arrêt cardiaque, cardiac arrest, c'est ce qu'on voit ici. Et puis là, ils ont continué à enregistrer. Et la surprise, c'est qu'ils ont vu, après l'arrêt cardiaque, d'accord ? Donc, pendant une période où le patient, de toute manière, même s'il n'était pas traité avec certains médicaments, aurait été nécessairement inconscient, ils vont enregistrer des activités qui sont celles de Jade, des activités rapides, avec une fréquence qu'on appelle gamma, qui est aux alentours entre 40, 50, 60 Hz. Donc ils montrent ces activités d'éveil consciente chez un patient qui a fait un arrêt cardiaque. Puis ils vont même montrer plus encore. Ils vont montrer que ces ondes rapides, elles conservent un certain niveau de cohérence dans les différentes régions du cortex cérébral. Ça, c'est important parce que ces phénomènes de cohérence dans les différentes structures fait partie des processus neurophysiologiques qui sous-tendent des processus cognitifs. Donc on a le sentiment, d'après les auteurs, qu'après cet arrêt cardiaque et pendant une période où le patient, de toute manière, serait manifestement inconscient et basculerait définitivement vers la mort, on aurait un cerveau qui fonctionnerait silencieusement comme un cerveau conscient. Je dis bien silencieusement. Alors je vais passer là-dessus parce que je n'ai pas le temps, mais ça a été montré aussi chez les rongeurs.
Ça, c'est ce qu'on appelle une carte en fréquence. Mon collègue vous a montré la même, enfin pas la même, mais quelque chose de similaire tout à l'heure. Plus on va vers la couleur rouge, plus la fréquence correspondante ici est importante. Ça, c'est un rat. Dans cette expérience, ils ont provoqué un arrêt cardiaque ici du rat, et on voit que environ 20 secondes, 15 secondes, et pendant une certaine période, on voit que des fréquences élevées, donc au rythme gamma, celui de la conscience, va prédominer dans les tracés électroencéphalographiques du rat. J'ai plus que 2 diapos, donc ça va aller très vite. Il n'y a plus qu'une diapo même, je peux peut-être faire plus qu'une. Ce qu'on a voulu faire, nous, dans le laboratoire, c'est aller un peu plus loin. Parce que pour l'instant, ce que je vous ai montré, ça ne donne aucune information, premièrement, sur ce qui se passe dans les neurones, et deuxièmement, ce qui se passe dans un phénomène qui n'est jamais en fait mentionné quand on discute des mécanismes des expériences de mort imminente, c'est qu'est-ce qui se passe au moment du retour. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe au moment du retour ? Parce que tous les expérienceurs, quelle que soit l'expérience qu'ils racontent, ben forcément, ils ont été réanimés de manière effective, ils ont pu être capables consciemment de relater leur fameuse expérience de mort imminente. Donc nous, on a mis au point une autre préparation qui permet de contrôler justement cet état et de permettre d'établir une réanimation à un certain moment et qui permet aussi, et c'est la nouveauté de notre étude, d'où la première diapositive, de regarder ce qui se passe à l'intérieur des neurones au moment du processus qui va vers la mort et au moment du processus de réanimation. Je vais aller vite parce que je suis très en retard et je vais me faire engueuler, mais grosso modo, ça c'est un électroencéphalogramme, ça c'est ce qu'on voit dans l'intérieur du neurone, comme je vous ai montré au début. La ligne rouge ici, c'est l'arrêt respiratoire. Alors, on a bien mesuré qu'il n'y avait plus d'oxygène dans le cerveau après cet arrêt respiratoire. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit les ondes de la conscience, évidemment, on a pu confirmer qu'elles surviennent dans l'électroencéphalogramme. On a pu établir les corrélats neuronaux de ces ondes. On a montré que le tracé devient plat, mais ce qu'on a montré, c'est que ce tracé plat, si on continue l'enregistrement, il va être interrompu par une onde très grande qui avait été déjà décrite avant, qui avait été appelée l'onde de la mort, the wave of death. Pourquoi ? Parce qu'on croyait que cette onde ici, c'était une onde qui marquait la fin des fonctions des neurones et du cerveau. Alors on a décrit ce qui se passe dans les neurones pendant cette onde, on pourra en reparler après, mais les neurones, pour dire les choses rapidement, ils perdent leur potentiel électrique physiologique. Et puis, surtout, ce qu'on a montré, c'est que si on restaure l'oxygénation du cerveau, on voit apparaître une autre onde, ça c'est nous qui l'avons découvert, qu'on a baptisé The Wave of Resuscitation. Alors, resuscitation, ça ne veut pas dire résurrection, ça veut dire réanimation. C'est une onde qui, quand on la voit, dans 100% des cas, et donc je dis bien 100%, il n'y a pas un cas où ça ne marche pas, quand on la voit apparaître, on sait que le cerveau, que le cortex cérébral en tous les cas, va récupérer son activité spontanée et que les neurones vont récupérer aussi. Alors voilà, donc soit vous m'interrogez sur cette diapositive qui est là au cours des questions, soit je décris cette diapositive. Alors je décris la diapositive parce que, en fait, je suis content de la présenter, cette diapo, parce que d'abord, c'est pas encore publié, mais bientôt. Bon, allez, ok, merci Jade, mais je suis désolé, merci. Mais je ne savais pas combien de temps ça durerait. Donc voilà où est-ce qu'on en est au jeu. Ça, c'est un nouveau modèle que je propose. Je peux vous le montrer parce qu'il n'est pas publié, mais il est sous presse, donc j'ai le droit de le faire. Mais ça reste entre nous quand même, vous me promettez. Donc que nous dit ce modèle, en fait ? Ça, c'est un modèle qui montre, premièrement, qui montre que la mort n'est pas un événement, mais un processus. Mais que c'est un processus incertain. Et qu'il est difficile, plus que difficile, pour l'instant impossible, de déterminer objectivement le point de nos retours. D'accord ? Alors essayons de suivre pendant 3 minutes ce qui se passe à un moment critique où, par exemple, on va avoir une anoxie cérébrale provoquée par un arrêt cardiaque. D'accord ? Donc ce modèle est censé représenter tout ce qui se passe quand on prive le cerveau, puisque le cerveau, vous êtes d'accord, c'est devenu l'organe suffisant et nécessaire dont l'arrêt, est suffisant et nécessaire pour déterminer la mort. Cette anoxie cérébrale, elle va être suivie par des activités à haute fréquence, alors qu'on est inconscient déjà, par des activités à haute fréquence qui pourraient sous-tendre les expériences de mort imminente. Et dans le laboratoire, on a pu montrer les corrélats neuronaux
non pas des expériences de mort imminente, mais de ces activités à haute fréquence. On a montré aussi que ces activités disparaissent et laissent la place à des activités à basse fréquence, un peu comme le sommeil lent que vous a montré mon collègue tout à l'heure. On obtient un silence électrique, le fameux silence, le tracé plat, okay. Et puis on voit apparaître l'onde de la mort. Et là, il y a deux possibilités. Soit on fait une réanimation, soit on ne la fait pas. Si on fait une réanimation, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, il y a deux possibilités. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Okay. Et très souvent, d'ailleurs, je m'excuse, mais ça ne fonctionne pas. Alors, mais des fois, ça fonctionne. Donc on fait la réanimation ici. Et là, on va rentrer dans un processus qui, lui, devient totalement incertain. Pour l'instant, tout ce qui s'est passé est prévisible. Mais une fois qu'on a commencé à établir la procédure de réanimation cardio-respiratoire, on va attendre. Et là, si on voit apparaître l'onde de la réanimation, on va avoir un point de bifurcation où on sait, ça c'est plus qu'une hypothèse maintenant dans notre laboratoire, puisqu'on continue à travailler là-dessus et on n'a pas un contre-exemple, on sait que quand on voit cette onde, le cerveau va récupérer. Sur récupérer ses activités, je ne dis pas récupérer toutes les fonctions. Peut-être qu'il y a eu des lésions qui ne sont pas détectables dans l'électroencéphalogramme et dans les neurones, mais il va récupérer son activité. Par contre, on a cherché, et on cherche encore, un point objectif, un critère, un marqueur objectif du fait que là, ici, on rentre dans un processus irréversible qui conduit à la mort. Pour l'instant, ce point de non-retour, on ne le trouve pas. Alors, vu qu'on ne le trouvait pas sur les tracés, on a essayé de corréler différents paramètres qui sont enregistrés chez l'animal, électrophysiologiques, d'autres paramètres. Pour l'instant, je vous dis franchement, on a une piste, mais ça par contre, je ne peux pas vous le dire. Mais on n'a rien de flagrant pour l'instant. Mais en ce qui concerne notre question par rapport aux expériences de mort imminente, ce que l'on avait vu ici, c'est qu'une fois qu'on a eu une réanimation effective, on voit cette activité qui revient. Mais cette activité qui revient, elle ne revient pas parfaitement bien tout de suite. Et notre hypothèse, et c'est une des hypothèses qu'on développe dans le laboratoire, mais ça va être très difficile à prouver, vous vous en doutez, c'est que les expériences de mort imminente ne surviennent pas quand on est en train de mourir, en fait. Elles surviennent quand on est en train de revenir d'un arrêt cardio-respiratoire. Pourquoi? Parce que cette activité qui survient une fois que l'onde de la réanimation est apparue, qui récupère, ressemble en fait un peu dans ses patterns, dans ses fréquences, à un cerveau qui est en train d'halluciner, entre guillemets. D'accord? Il y a un peu peut-être qu'on va vous en parler, je sais qu'il y a des choses sur les hallucinations, je crois. Donc, il y a un peu une désorganisation des activités électriques cérébrales qui sont associées à des phénomènes hallucinatoires. Donc, notre hypothèse, c'est que ces expériences de mort imminente ne sont pas des expériences où la mort s'approche, mais des expériences où la vie revient. Donc je propose, pour finir, de les débaptiser et de les appeler expériences de vie imminente. Excusez-moi, c'est trop long, pardon, mais merci de votre attention.